Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. La transition numérique en marche dans les établissements scolaires de Monaco. De nombreuses initiatives ont vu le jour au cours des derniers mois et aujourd'hui, c'est Noël avant l'heure pour les collégiens monégasques. C'est ce que nous découvrirons dans un reportage d'Alexandra Pani. Les marchés ont toujours été des lieux de vie très prisés, mais avec la crise et les nouvelles tendances de consommation, ils sont encore plus fréquentés. Notre première invitée sera l'adjoint au maire Marjorie Crovetto. Elle nous confirmera cette tendance. La suite de notre série de portraits consacrée aux spécialistes du Centre scientifique de Monaco focus aujourd'hui sur Vincent Picot, qui travaille notamment sur les cancers pédiatriques. Il a créé il y a 10 ans le festival Le Temps Presse et reçoit le soutien de la coopération internationale de Monaco pour cette initiative destinée à mettre en lumière les objectifs du développement par le prisme du cinéma. Marc Oberon reviendra sur cette décennie au service de la solidarité internationale. La séquence dédiée au cycle Tout l'art du cinéma, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco viendra nous présenter le film qui sera projeté le 1er décembre au Théâtre des Variétés et intitulé Les Gosses de Tokyo. Mais pour débuter ce journal, une nouvelle étape dans le programme Extended Monaco et le développement du numérique dans l'éducation monégasque. Au collège Charles III, les 1200 élèves viennent de recevoir un ordinateur portable pour les accompagner dans cette évolution numérique. Le reportage d'Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Pouvoir visiter en réalité augmentée la Rome antique, imprimer en 3D un squelette ou parcourir les allées d'un musée virtuellement, le numérique offre de nouvelles possibilités d'enseignement et c'est là l'objectif affiché d'Extended Monaco qui entre dans sa deuxième phase avec le collège numérique. 1200 ordinateurs portables ont été distribués aux élèves du collège Charles III, un prêt de l'État qui leur permettra, comme à leurs professeurs, d'appréhender d'une nouvelle manière l'enseignement. Là, on a dorénavant un outil très important pour faciliter l'apprentissage par les élèves, le dialogue entre les enseignants et les parents, mais aussi permettre de suivre parfaitement bien ce que font les enfants quand ils sont en dehors de l'école pour savoir s'ils font bien leurs devoirs. Les ordinateurs des élèves sont reliés à celui de l'enseignant qui peut intervenir à tout moment pour aider l'élève ou vérifier que celui-ci reste bien concentré. Chaque matière peut trouver un outil adapté à sa pratique. Le professeur de langue monégasque a par exemple choisi d'utiliser des QR codes pour approfondir les connaissances des élèves à travers des visuels ou encore des extraits sonores pour ajuster sa prononciation. Et pour aider les enseignants à s'y retrouver, l'EduLab propose justement des ateliers pour découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à eux dans cette nouvelle forme d'enseignement. Réalité virtuelle, quiz interactif, certains professeurs ont déjà bien assimilé ces nouveaux outils. Ils font le cours en classe traditionnellement, c'est-à-dire on fait un échange sur la leçon et ensuite en mathématiques très souvent on peut travailler par exemple sur des exercices interactifs où les élèves donc font leurs exercices et ont immédiatement la réponse, c'est-à-dire si on fait juste ou pas, et ils peuvent y remédier. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même un papier, un stylo, enfin en tout cas dans ma matière, où ils font la rédaction sur leur cahier parce que s'ils font une erreur, ils vont me demander en me montrant exactement ce qu'ils ont écrit pour voir où se trouve l'erreur. Mais disons que l'avantage du travail, c'est que les élèves sont vraiment mis en autonomie, donc ils travaillent seuls. Ils essayent de trouver l'information d'abord en regardant la leçon, la méthode, et après, s'ils ne trouvent pas, ils viennent nous demander. Il n'est pour autant pas question d'oublier l'enseignement traditionnel et l'écriture notamment. Le numérique est un complément pédagogique qui offre un enseignement plus individualisé et qui à terme proposera également la numérisation de tous les manuels scolaires, un poids non négligeable pour les élèves. Prochaine étape, l'attribution d'ordinateurs portables pour les lycéens en 2021. Ils sont devenus les lieux incontournables de Monaco, surtout avec les conditions météo actuelles idéales et en raison du contexte de crise sanitaire. Les marchés de Monaco sont très courus. Il est agréable d'y flâner, d'y déjeuner ou tout simplement d'y faire une petite halte. L'adjoint au maire en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable nous a rejoints. Bonsoir Marjorie Crovetto. Bonsoir Patricia.
Lorsque l'on emploie les termes de centre névralgique, de centre de vie, cela reflète bien ce que sont les deux marchés de Monaco. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cette période un peu compliquée, les deux marchés de Monaco, donc le marché de la Condamine et le marché de Monte-Carlo, ont vraiment retrouvé, ce sont vraiment des lieux de vie que les Monégasques et les résidents de la principauté aiment fréquenter. Parce que justement, ils retrouvent, ils rencontrent d'autres personnes. Et c'est un peu, ça les permet de sortir de chez eux et de retrouver un peu une vie sociale ce qui est difficile justement en ce moment. Vous vous trouvez au marché de la Condamine. Les règles sanitaires y sont respectées, bien sûr, depuis le début de la crise. Est-ce que vous avez noté un regain de fréquentation depuis le mois de mars? Alors depuis le mois de mars, oui bien sûr, il y a eu, donc pendant le confinement, il y a eu vraiment une fréquentation très accrue, puisque bien sûr les Monégasques et les résidents faisaient leurs courses en principauté et principalement au marché, parce que je pense qu'ici on se sent aussi en sécurité. Oui, ça a été une solution de repli peut-être très prisée, car ces marchés sont en plein air pour partie, et puis ils sont peut-être un peu moins fréquentés que les grandes surfaces. Exactement. Donc le fait d'être en plein air, je pense que ça rassure tout le monde. Et en plus, donc, il y avait tout un système qui a été mis en place à l'époque de barriérage, donc vraiment pour rassurer les gens et pour aussi les mettre en sécurité et pour mettre aussi bien sûr les commerçants en sécurité, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Et pareil dans la halle, donc il y a tout un sens de circulation qui a été mis en place. C'est-à-dire que vous rentrez d'un certain côté, vous avez un cheminement qui est marqué au sol et vous ressortez d'un autre côté. C'est rassurant, c'est réglementaire, et puis il est souvent question d'encourager les petits commerçants. Cela concerne aussi les petits producteurs des marchés qui sont très appréciés de la clientèle locale. Il y a un lien fort. Oui, bien sûr. Alors ici, c'est vraiment un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre le commerçant et le client. D'ailleurs, tout le monde se connaît un peu ici, hein, donc les commerçants connaissent très bien les clients, qui sont généralement des habitués. Donc preuve en est aussi l'augmentation des livraisons à domicile. Alors ça, c'est le petit plus proposé par la mairie de Monaco, c'est unique, c'est-à-dire que les gens peuvent se faire livrer chez eux. Exactement, donc ça a toujours été proposé, mais c'est vrai qu'avec cette période très compliquée, donc ça a été un moyen encore qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire que carrément vous pouviez directement appeler votre commerçant, donc c'est justement là où la proximité est aussi importante, et après donc vos courses vous sont livrées à votre domicile. Ce sont des lieux très fréquentés, mais est-ce que les marchés aussi n'ont pas bénéficié des nouveaux modes de consommation, des nouvelles tendances? Ici, on privilégie vraiment la qualité des produits et surtout la proximité des produits, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'avoir des producteurs locaux sur notre marché. Donc, comme vous pouvez le voir autour de nous, donc, je pense que la grande majorité des maraîchers viennent des environs. Et il y a aussi beaucoup de produits qui sont bio. Pour évoquer les coulisses de ces marchés, d'où viennent les producteurs? Comment sont-ils sélectionnés? On passe un appel à candidature, mais bien sûr on fait en sorte justement que ce soit des producteurs de préférence et des producteurs locaux aussi de préférence. Parce que justement aujourd'hui c'est important que les produits voyagent moins que nous, comme on le dit. Donc d'avoir de la proximité, c'est très important. Il y a eu un grand chantier au cours des dernières années. Il a porté notamment sur la rénovation du marché de la Condamine et de ces grandes halles. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours autour des deux marchés de Monaco? Alors des projets, il y en a plein. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure période non plus pour voir ces projets se réaliser à court terme. Donc là en tout cas, on a quand même amélioré le confort aussi des commerçants et de la halle, puisqu'on a changé les sas, donc les entrées et sorties de la halle, ce qui permet justement qu'il y ait moins d'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et ensuite, oui, effectivement, on avait souhaité donc refaire un petit peu la halle, la remettre un peu au goût du jour, parce que c'est vrai que le temps passe vite. Peut-être qu'il y a un petit peu de modernisme à apporter aussi à cette halle, mais c'est un projet que nous avons dans les tiroirs et qui nous tient très à cœur. Affaire à suivre. Merci Exactement. beaucoup Marjorie Crovetto d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer ces nouveaux lieux tendances que sont les marchés de Monaco. Merci. Merci beaucoup Patricia. Parmi les autres grands titres de l'actualité du jour, Monaco qui a participé à la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. Fabien Bonilla, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La Principauté a effectivement participé à cette session virtuelle du 16 au 20 novembre. Cette deuxième session historique du Conseil d'administration s'est tenue après l'attribution du prix Nobel de la paix 2020 au Programme alimentaire mondial. Monaco a fait une déclaration afin de souligner l'engagement de son gouvernement en faveur de ce programme onusien au sein du plan de réponse humanitaire global Covid-19.
À titre d'information, 690 millions de personnes souffrent encore d'insécurité alimentaire, avec un risque de famine pour 270 millions supplémentaires en raison des effets de la pandémie de Covid-19. En direct du Conseil national sur Monaco Info. Oui, ce mercredi à 18h pour une séance publique législative. À l'ordre du jour, notamment une résolution sur la présence des femmes dans les conseils d'administration, ainsi qu'un projet de loi sur les dettes de jeu. 2 thèmes, entre autres, abordés ce mardi matin lors d'un point presse organisé au Conseil national. A été également évoquée la gestion de la crise de la Covid-19 par le biais du comité mixte créé par le souverain en mars dernier. Et sachez que vous pouvez suivre toujours sur Monaco Info votre émission parlementaire Ultra Noy. Dès à présent, l'émission est multidiffusée jusqu'au direct donc de ce mercredi à 18h. Le Centre scientifique de Monaco vient de recevoir un chèque du GEMLUC. Oui, 36 500 € qui permettront de poursuivre des recherches avec un programme ciblé dans le but de développer un anticorps thérapeutique contre une molécule identifiée dans les laboratoires du CSM. Cette molécule est liée à de nombreux cancers. Des études cliniques devraient voir le jour dans les 3 prochaines années. Et l'on reste au Centre scientifique comme chaque mardi. Un nouveau volet de notre série de reportages consacrés aux équipes du CSM. Portrait aujourd'hui de Vincent Picot, un chercheur qui consacre sa vie à tenter de sauver celle des autres, et notamment celle des enfants. Un portrait signé Christina Thomel et Olivier Bonello. Il a intégré l'équipe du Centre scientifique de Monaco en 2013. Vincent Picot s'intéresse assez tôt à la science et plus particulièrement à la biologie. Après avoir effectué un doctorat à Villefranche-sur-Mer en embryologie qui lui a permis d'étudier le développement d'organismes marins et plus particulièrement comment les cellules interagissent entre elles au moment du développement embryonnaire, Vincent Picot a intégré l'Institut de recherche sur le cancer à Nice en intégrant l'équipe du docteur Gilles Pagès. Avoir un background, un bagage scientifique en embryologie, on peut se dire que ce n'est pas nécessairement un avantage pour travailler sur le cancer ensuite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont les cellules parlent entre elles au sein d'un embryon, même d'un embryon de bestiole marine, un peu étrange, c'est exactement la même manière que la manière dont les cellules tumorales parlent entre elles et dont les cellules généralement fonctionnent. On a démarré sur cette thématique en utilisant ce qu'on connaissait déjà sur d'autres cancers et en essayant de l'appliquer au cancer pédiatrique du cerveau. Plus particulièrement, on a essayé de comprendre comment fonctionnait l'angiogénèse tumorale dans les cancers pédiatriques. Qu'est-ce que c'est l'angiogénèse tumorale ? C'est quand une tumeur se développe, elle a besoin d'une vascularisation pour apporter de l'oxygène, des nutriments. Et ça, empêcher la vascularisation de la tumeur peut potentiellement empêcher son développement. Une thématique très peu abordée dans le domaine des cancers pédiatriques du cerveau et dont les recherches ont donné lieu à plusieurs publications. Un des défis qu'on tente de relever, notamment ici, c'est d'essayer de trouver des traitements qui provoquent moins d'effets secondaires. C'est d'ailleurs l'objet de notre étude qui est en cours de publication actuellement, où on a découvert qu'une molécule actuellement utilisée chez les adultes présente moins de toxicité vis-à-vis des cellules normales, peu de toxicité vis-à-vis d'organismes jeunes, ce qui nous laisse, et une très bonne efficacité antitumorale évidemment, parce que c'est l'objectif, ce qui nous laisse espérer que ce traitement, lorsqu'il sera essayé sur les patients, donnera moins d'effets secondaires et donc moins de séquelles potentiellement à long terme que les traitements actuellement utilisés. Un espoir donc dans le domaine de la survie et dans celui des traitements, car pour l'heure, ces derniers sont très lourds à supporter pour les enfants et provoquent encore de nombreuses séquelles. Il est donc primordial de développer des traitements spécifiques et si Vincent Picot a fait de la lutte contre le cancer une priorité, il est de notre devoir de continuer à soutenir la recherche. Les élèves de 27 classes de Monaco viennent d'endosser les costumes de jurés de cinéma. Ils ont pris part à la sélection du festival de films Le Temps Presse, un festival qui reçoit le soutien de la Principauté depuis plusieurs années et dont le fondateur est notre invité aujourd'hui. Bonsoir Marc Oberon. Bonsoir. Vous êtes de retour à Monaco pour une nouvelle édition du festival Le Temps Presse, une édition importante puisqu'elle marque les 10 ans de cette initiative née de votre imagination et qui s'est pérennisée dans le temps. Vous venez du monde du cinéma et l'ambition de départ, il y a 10 ans, c'était de mettre en lumière les objectifs du développement. C'est vrai, et c'est vrai que ça fait 10 ans et
On n'a pas l'habitude de se poser et de faire un regard en arrière parce que déjà, c'est pas trop mon état d'esprit. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas s'empêcher de remonter 10 ans en arrière. D'autant, je suis vraiment très content d'être là parce que vous êtes un partenaire historique. Vous étiez là il y a 10 ans. Vous nous avez vus tout petits, on s'est construit. Ce ralliement de Monaco fidèle a été précieux. Il a été indispensable. Il l'était à la fois financièrement, il était humain, il l'était par tout le développement que vous avez fait par rapport au prix jeunesse qu'on a développé, parce qu'au tout début, il y avait le prix des enfants, après il y a eu le prix des lycéens, après le prix des étudiants. Vous avez réuni là cette année, alors qu'on est en période quand même très compliquée, plus de 500 élèves. Pour moi, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir d'être là et de continuer à partager ça avec les enfants. Oui, parce que pour en revenir à la genèse du projet, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le temps presse, si l'on devait résumer, c'est peut-être l'émotion d'une œuvre cinématographique comme meilleure façon de toucher le plus grand nombre et de favoriser l'éveil des consciences. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un festival de cinéma, comme beaucoup d'autres festivals, à la nuance qu'on s'intéresse à tout ce qui a un impact sur la planète et sur l'être humain, en documentaire ou en fiction. Donc, il y a des réalisateurs qui candidatent. C'est ça, en fait, c'est un concours de court-métrage. Alors, ça, c'est du long-métrage et du court-métrage. Il y a un jury de long-métrage. Il y a 2 ans, la présidente du jury, c'était Juliette Binoche. L'an dernier, c'était Frédéric Lopez. Donc ça, c'était pour la partie long-métrage. Et pour la partie court-métrage, on a effectivement, on reçoit plus de 400 courts-métrages de plus de 40 pays chaque année. Aujourd'hui, on a, grâce à vous, plus de 3500 élèves qui participent en Afrique, au Burkina Faso, au Mali et à Madagascar. C'est incroyable. Il y a effectivement plus que jamais un travail d'éveil. Et c'est vraiment là où on se sent utile aujourd'hui. On se sent autant utile auprès des jeunes que des grands à travers un éveil des consciences. C'est l'objet de votre visite aujourd'hui à Monaco. Vous allez rencontrer ces enfants. Quel message leur délivrez-vous? Ce qu'on veut partager avec eux, c'est leur expliquer que tout a une incidence, tout a une conséquence. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, demain, il y aura une conséquence dans 30 ans, dans 50 ans. Et ce travail, on le fait partager parce qu'on sera, nous, on est aujourd'hui, nous, en situation, on est obligés déjà de réagir. Il y a les tout petits et puis vous l'avez dit, il y a aussi les étudiants de Sciences Po Manteau qui sont associés au festival. La sensibilisation des jeunes de cet âge aux questions de développement et plus généralement de lutte contre la pauvreté dans le monde, c'est indispensable ou cette jeunesse est-elle spontanément solidaire? Ce qui est génial avec la jeunesse, c'est que vous avez il n'y a pas de filtre. Vous allez directement voir les réactions des enfants sur leur sensibilisation, leur réaction. Spontanément, ils auront de la bienveillance. Il faut essayer justement de garder un peu cette spontanéité, mais de la comprendre et pas que de la subir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un travail hyper intéressant qu'on va reproduire cet après-midi, qui est de dire, OK, on fait un constat sur les situations, mais surtout, pourquoi on en est là? Il y avait au départ, Marc Oberon, il y a 10 ans, que moins d'une dizaine d'objectifs de développement. Ils sont aujourd'hui au nombre de 17. Pour bien comprendre comment cela se passe, l'organisation du festival, les réalisateurs qui souhaitent participer choisissent l'un d'entre eux. C'est cela, une thématique. Et est-ce qu'il y a des thématiques plus prisées que d'autres? Tout ce qui va avoir un impact sur notre quotidien à chacun, à savoir l'être humain et la planète, nous intéresse. Du coup, on récupère malgré tout tous les films que l'on recherche, dont les thèmes sont recherchés. Et les principaux thèmes pour lesquels on reçoit des films du monde entier, autant en long métrage qu'en court métrage, le climat, la biodiversité, l'égalité des sexes, le sport et les valeurs du sport aussi qui sont très présentes, la santé et le bien-être qui est monté en 2 ans de manière extrêmement importante. Et cette année, ce qu'on a reçu, qu'on n'avait jamais reçu auparavant, et c'est fait par des jeunes, c'est là où c'est intéressant, c'est des films sur les personnes âgées. Combien d'œuvres au total sont en compétition? Le festival aura lieu début avril 2021 et donc on a déjà reçu plus d'une centaine de courts-métrages, même plus. Je pense que généralement ça s'arrête autour de 400 à 500 courts-métrages et en long-métrage on sera entre 50 et 100 longs-métrages dont on va sélectionner une dizaine de longs-métrages et une cinquantaine de courts-métrages.
Marc Obéron, merci d'avoir répondu à nos questions et palmarès donc de la 10e édition du Temps Presse au printemps prochain. Exactement. Merci à vous en tout cas. Nous retrouvons Fabien Bonilla pour un nouveau point sur l'actualité. Le casino de Monte-Carlo vient d'être récompensé. Celui emblématique de la principauté vient de décrocher le Community Award décerné par les Industry Gaming Awards. Cette distinction récompense l'engagement des casinos de Monaco envers la communauté pendant la crise sanitaire avec le mouvement de solidarité créé autour de #StrongTogether en mars 2020, hashtag qui par la suite a fait des émules. Ce coup de pouce, c'est une association de Monaco qui a besoin de l'aide du plus grand nombre. Oui, les Anges Gardiens de Monaco ont besoin de vous. Cette association vient en aide aux familles vivant dans la pauvreté et ainsi poursuivre des distributions à Nice ou dans les communes limitrophes. Et pour cela, ils ont besoin d'aliments de première nécessité comme de l'huile, du riz, des pâtes, des conserves, mais aussi de gel douche et de savon. Et l'hiver arrivant, il manque également des sacs de couchage neufs. Je vous invite, si cela vous intéresse, à vous rapprocher de l'association Les Anges Gardiens de Monaco en allant sur leur site. Et enfin, cette information pratique, vous ne le saviez peut-être pas, mais l'Institut audiovisuel se visite. Tous les mercredis à 14 h, l'Institut propose une mise en musée de ses archives à travers un cabinet de curiosités. Vous en saurez plus sur les techniques et les pratiques de la photographie ainsi que l'histoire du cinéma à Monaco. C'est gratuit, il faut pour cela réserver. Vous aurez le droit à une visite commentée. L'Institut audiovisuel qui met en place également tout au long de la saison le cycle de projection Tout l'art du cinéma et son directeur, Vincent Vatrican, évoque la programmation en cours avec Fabien Bonilla avant chaque projection. Il est question aujourd'hui du film qui sera proposé le 1er décembre au Théâtre des Variétés avec en toile de fond le Japon des années 30. Nous les retrouvons tous deux. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va parler d'un film en noir et blanc, muet, japonais, de 1932. Le titre, c'est Ghost de Tokyo, c'est ça? Parfait. C'est ça. Parfait. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce film? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant au point d'avoir voulu le projeter? C'est un film de Yasujiro Ozu. Déjà. Donc un des plus grands cinéastes japonais. L'égal de Mizoguchi au Kurosawa. Avec un style bien particulier. Et Ozu, il faut le savoir, a tourné depuis le muet jusqu'au début des années 60. Cinéaste prolifique, dont hélas une grande partie du cinéma, des films muets a disparu. Et très peu de films des années 30 sont venus jusqu'à nous. On a découvert Ozu plutôt dans les années 60. Quelques films, notamment Voyage à Tokyo, enfin des films qui sont restés célèbres, qui ont fait des tournées de festivals. Et puis l'œuvre antérieure est venue bien après. Et ce film-là, par exemple, je crois, est sorti dans les années 80. Et on découvre donc un Ozu, première manière, en tout cas, ça fait partie des films qui ont survécu de ses débuts. Et en effet, à cette époque, début des années 30, au Japon, le cinéma était muet. Mais c'est du muet, mais tellement expressif. C'est ça aussi la marque du cinéma de Ozu. C'est une mise en scène extrêmement sobre et dépouillée. On n'est pas du tout dans l'artifice. Et l'optique du film, au départ, il a raconté que c'était un film qu'il voulait être un film drôle. Le film l'est par certains aspects. Mais pas toujours. Puisque le film est très vite gagné par une forme de mélancolie, puisque, pour ne pas trop dévoiler l'histoire, on suit ces gamins, cette bande de gamins, ces deux gamins harcelés par la bande du quartier, et qui va finalement prendre la main sur cette bande. Ils vont faire un peu les fiers à bras, et ils vont quand même, à ce moment-là, constater que leurs parents, qui sont de petites gens, qui ont du mal à vivre dans les faubourgs de Tokyo. Il y a la déception de ces enfants vis-à-vis de leurs parents. Il y a la déception, et notamment quand ils découvrent que leur père, qui est instituteur, est en fait un peu maltraité, ou disons se laisse marcher dessus par le proviseur du lycée. La famille, c'est un thème récurrent aussi souvent chez ce réalisateur Ozu. Thème majeur, essentiel. Il ne fait que raconter la famille filmée de tous ses points de vue. Très bas.
très bas toujours. Ouais. Donc il a même fait un pied exprès, je crois, pour sa caméra. Absolument. Donc c'est une des, disons, des marques esthétiques du cinéma d'Ozu, c'est qu'il filme à hauteur, quasiment à hauteur de sol. Et c'est un réalisateur qui a été inspiré, entre autres, par Hollywood, mais qui a inspiré après, par la suite, un grand nombre de réalisateurs internationaux. Oui, alors c'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est un cinéma extrêmement reconnaissable. Et sans doute que cette manière-là a inspiré beaucoup de cinéastes qui vont de Wenders à Aki Kaurismäki, Lucia Haussienne et bien d'autres, dont pourtant quand on voit les films, on ne dirait pas que leur première source d'inspiration c'est Ozu. Donc sans doute que ça ne vient pas nécessairement de l'esthétique de la mise en scène. Je pense pour moi que c'est plutôt la relation à l'acteur et à l'humain qui l'emporte. Allez voir Ghost de Tokyo, donc c'est mardi 1er décembre au Théâtre des Variétés. Merci Vincent. Merci Fabien. Voilà pour cet avant-goût et ce journal ne serait pas complet sans les prévisions météo. Quel temps fera-t-il mercredi, Fabien? Beau, voilà. Je vous ai fait la météo. Non, plus en détail, il fera beau avec une journée ensoleillée malgré quelques petits nuages dans l'après-midi. Comptez de 8 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h38 pour se coucher à 16h57. Et ce mercredi, nous fêterons les Catherines, la sainte patronne des jeunes filles. Et oui, ce mercredi 25 novembre, nous célébrerons donc les Catherinettes. Et oui, les Catherinettes, ce sont ces jeunes femmes de 25 ans ou plus et qui ne sont toujours pas mariées. La tradition voulait qu'elles portent un chapeau extravagant pour aller au bal et se faire remarquer. Un chapeau agrémenté d'objets jaunes ou verts, le jaune symbolisant la réussite et le vert l'espoir de trouver un mari. Nous nous quittons avec les photos du jour, des photos signées Michael Alési et qui nous emmènent sur les marchés de Monaco, lieux de rencontres et de vie qui ont toujours été très appréciés, mais qui le sont plus encore aujourd'hui, comme nous le confiait l'adjoint au maire Marjorie Crovetto. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain à 19h.